Les lumières de Noël brillaient d'une lueur chaude et douce dans le salon de mes parents, mais les mots étaient glaciaux. « Elle cherche toujours du travail », annonçait ma mère aux proches. Sa voix était forte. Elle voulait que tout le monde entende. Des rires ont suivi. C'étaient des rires légers, polis, mais je les sentais lourds sur ma poitrine. Mon frère, Daniel, arborait un sourire narquois au-dessus de son verre de vin. Mon père a simplement soupiré et a regardé son assiette. Je suis resté assise là, souriant de manière crispée. Mes mains serraient la petite boîte en velours sur mes genoux. C'était un cadeau que je leur avais acheté avec mon propre argent, les profits d'une entreprise dont ils ignoraient même l'existence. Ils pensaient que j'étais brisé. Ils pensaient que j'étais une ratée. « Nous voulons juste que tu sois réaliste, Clara », a ajouté ma mère, tendant la main vers la télécommande pour augmenter le volume de la télévision. C'est à ce moment-là que la musique à l'écran a changé. Le bandeau rouge a clignoté au bas de l'écran de CNN. Édition spéciale. Le fondateur de Medsync Analytics a été identifié. La pièce est devenue silencieuse. La voix du présentateur a rempli le silence. Après des mois de spéculation, le monde de la technologie a enfin un nom. Ma mère s'est levée. Le plateau de biscuits de Noël a glissé de ses mains. Il a heurté le sol avec un grand fracas. Mais personne n'a regardé les dégâts. Ils regardaient tous la télévision, et ensuite, ils me regardaient moi. Avant de plonger dans l'histoire, assurez-vous d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez dans le monde. Pour comprendre pourquoi je n'ai rien dit lorsque la nouvelle est tombée, il faut comprendre les 3 dernières années. Il faut comprendre les appels téléphoniques du dimanche. Chaque dimanche à 19 h, mon téléphone sonnait. C'était toujours ma mère. Et chaque dimanche, la conversation était exactement la même. « Bonjour, Clara », disait-elle. Sa voix avait toujours un ton particulier. Un ton de pitié. « Comment tiens-tu le coup ?»« Je vais bien, maman. Je suis vraiment occupée, » répondais-je. « Occupée à faire quoi ?» demandait-elle. « As-tu envoyé des CV cette semaine ?»« Je travaille, maman. Je t'ai dit que je construisais quelque chose. »« Oh, Clara !» Un soupir. Un long et lourd soupir. « Chérie, on s'inquiète pour toi. Daniel vient d'acheter un nouveau bateau. Il réussit si bien. Nous voulons juste que tu sois stable. » Ils n'écoutaient jamais. Ils entendaient les mots, mais ils n'en entendaient pas le sens. Pour eux, construire une entreprise signifiait d'être au chômage et jouer sur un ordinateur. Pour eux, quitter mon emploi chez Microsoft il y a 3 ans était le début d'une dépression nerveuse. Ils ne voyaient pas cela comme un risque. Ils voyaient cela comme un échec. Cette dynamique était bien vivante lorsque je suis entré dans leur maison pour le dîner du réveillon de Noël. La maison sentait les aiguilles de pain et le rôti de bœuf. C'était l'odeur de mon enfance. D'habitude, cette odeur me faisait me sentir en sécurité. Maintenant, elle me nouait l'estomac. J'ai essuyé mes pieds sur le paillasson. J'ai pris une grande inspiration. Je me suis dit de rester calme. Je me suis dit que ce soir n'avait pas d'importance parce que demain, tout changerait. « Clara, tu as réussi à venir », a dit mon père. Il se tenait près de la cheminée. Il tenait un verre de vin rouge. Il m'a regardé de haut en bas. Il n'a pas regardé mon visage. Il a regardé mon manteau. C'était un vieux manteau. Je le portais exprès. J'avais un trench Burberry sur la banquette arrière de ma voiture, mais j'avais mis le vieux manteau en laine grise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je voulais correspondre au rôle qu'ils avaient écrit pour moi. « Salut, papa », ai-je dit. Je l'ai embrassé sur la joue. Il sentait l'après-rasage et le jugement. « La voiture roule bien ?» a-t-il demandé. « Cette Honda a beaucoup de kilomètres. »« Elle roule très bien », ai-je dit. « Eh bien », a-t-il dit en se retournant vers le feu. « Au moins, elle t'emmène d'un point A à un point B. C'est tout ce qui compte quand on est en transition. » En transition. C'était leur expression préférée. Ils n'aimaient pas dire chômeuse. C'était trop laid. Alors, ils disaient que j'étais en transition. Je suis entré dans la cuisine. Ma mère était là. Elle disposait des crackers sur un plateau en argent. Ma belle-sœur, Rachel, l'aidait. Rachel était parfaite. Elle avait des cheveux blonds qui ne bougeaient jamais. Elle portait une robe rouge qui coûtait plus cher que ma première voiture. Elle était mariée à mon frère, Daniel. Daniel était dentiste. Dans cette famille, être dentiste, c'était comme être un roi. « Salut maman. »« Salut Rachel », ai-je dit. Ma mère a levé les yeux. Elle a souri, mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. « Clara », a-t-elle dit.
Elle a posé un morceau de fromage. Tu as l'air fatigué, chérie. Est-ce que tu manges assez? Je mange très bien, maman. Tu as l'air maigre, a dit Rachel. Elle ne le disait pas comme un compliment. Le stress fait ça. Je me souviens quand Daniel étudiait pour ses examens, il a perdu 5 kilos. Mais bien sûr, c'était pour sa carrière. L'implication était claire. Le stress de Daniel avait un but. Mon stress était dû au fait que j'étais une catastrophe. J'ai apporté le vin, ai-je dit. J'ai posé une bouteille sur le comptoir. C'était une bouteille de Screaming Eagle Cabernet. Elle coûtait $3000. Je l'avais achetée pour célébrer. Ma mère y a jeté un coup d'œil. Elle n'a pas reconnu l'étiquette. Pour elle, c'était juste du vin. C'est gentil, ma chérie, a-t-elle dit. Mets-la là-bas avec les autres. Nous ouvrirons probablement celle que Daniel a apportée en premier. C'est un bon merlot de l'épicerie. J'ai failli rire. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour m'en empêcher. J'ai placé la bouteille à $3000 à côté du vin d'épicerie à $10. Alors, a dit Rachel en s'appuyant contre le comptoir. Des pistes pour le travail? J'ai un travail, Rachel. Je veux dire, un vrai travail, a-t-elle dit. Elle a pris un raisin et l'a mis dans sa bouche. Quelque chose avec des avantages sociaux. Daniel disait qu'il pourrait avoir besoin de quelqu'un à l'accueil bientôt, juste pour répondre au téléphone. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un salaire. Ma poitrine me faisait mal. C'était une douleur physique. C'était comme si quelqu'un appuyait avec son pouce sur mon sternum. Je n'ai pas besoin d'un travail à l'accueil, ai-je dit doucement. Il n'y a pas de honte à avoir, Clara, a dit ma mère sèchement. Elle a arrêté d'arranger les crackers. Elle m'a regardé. Daniel essaie d'être gentil. Il veut t'aider. Tu dois arrêter d'être aussi fier. L'orgueil ne paie pas le loyer. Mon loyer est payé, maman. Avec quoi? A-t-elle demandé. Des économies? Cet argent de Microsoft ne durera pas éternellement. Cela fait 3 ans. Tu dois faire face à la réalité. Je l'ai regardé. J'ai regardé les rides autour de ses yeux. Je l'aimais. Vraiment. Mais elle rendait les choses si difficiles. Elle avait besoin que je sois la victime. Si j'étais la victime, elle pouvait être la sauveuse. Si j'étais brisée, elle pouvait se sentir forte. Je fais face à la réalité, ai-je dit. Non, tu ne le fais pas, a-t-elle dit. Tu vis dans un fantasme. Tu restes assise dans cet appartement avec ton ordinateur portable et tu prétends être une entrepreneur. Mais les vrais entrepreneurs ont des produits, Clara. Les vrais entrepreneurs gagnent de l'argent. Toi, tu ne fais que dériver. Juste à ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Une voix forte et retentissante a rempli le couloir. Oh oh! Joyeux Noël! C'était Daniel, l'enfant prodige. Il est entré dans la cuisine un instant plus tard. Il portait un pull en cachemire. Il avait l'air d'avoir réussi. Il avait l'air heureux. Il ressemblait à un homme qui n'avait jamais douté de lui-même une seule seconde de sa vie. Il a serré maman dans ses bras. Il a embrassé Rachel. Puis il m'a regardé. Il m'a fait un sourire triste. « Salut, sœurette », a-t-il dit. Il m'a tapoté l'épaule. C'était une tape condescendante. Content de te voir sorti de ta grotte. « Salut, Daniel. Maman me dit que tu cherches toujours, a-t-il dit. Il n'a même pas attendu de réponse. Il s'est dirigé vers le frigo et a pris une bière. Écoute, sérieusement, réfléchis à cette histoire d'accueil. Suzanne part en congé maternité en février. Ça paie $18 de l'heure. C'est à toi si tu le veux. $18 de l'heure, ai-je répété. C'est mieux que 0, a-t-il dit. Il a pris une gorgée de sa bière. Faute de grive, on mange des merles, Clara. Je suis resté là, au milieu de la cuisine. Ma famille était tout autour de moi. Ils parlaient de moi comme si je n'étais pas là. Comme si j'étais un problème à résoudre. Une fuite dans le toit, une tache sur le tapis. Je voulais crier. Je voulais leur dire à cet instant précis. Je voulais sortir mon téléphone et leur montrer mon solde bancaire, mais je ne l'ai pas fait parce qu'ils ne comprendraient pas. Pas encore. Ils avaient besoin de le voir venant de quelqu'un d'autre. Si je leur disais, ils penseraient que je mentais. Ils penseraient que j'étais folle. Alors, j'ai pris le plateau d'amuse-gueule. Je vais les apporter au salon, ai-je dit. Je suis sorti de la cuisine. Je les ai laissés parler de mes échecs. Je suis entré dans le salon et j'ai posé le plateau. J'ai regardé le sapin de Noël.
Il était couvert d'ornements que nous avions fabriqués enfants. Il y en avait un de moi, une étoile tordue faite de bâtonnets de glace. Elle pendait vers le bas, à moitié cachée par une branche. Il y avait l'ornement de Daniel, un ange en céramique parfait qu'il avait peint en cours d'art. Il était tout en haut, près des lumières. Il était parfait. C'était exactement comme nos vies. Je me suis assise sur le canapé. Je me sentais petite. Je me sentais invisible. Mais sous mon manteau, mon cœur battait la chamade parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Je savais que le scénario était sur le point de s'inverser. Je devais juste attendre le dîner. Ils pensaient que j'étais au chômage. Ils pensaient que j'étais assise en pyjama à regarder Netflix et à envoyer des CV dans le vide. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'avaient été réellement les 3 dernières années. Pendant que ma mère s'inquiétait de mon année sabbatique, je dormais 4 heures par nuit. Pendant que Daniel soignait des caries, je construisais une architecture capable de traiter 3 pétaoctets de données médicales en temps réel. Tout a commencé le jour où j'ai quitté Microsoft. Mes parents ont organisé une intervention. Ils m'ont littéralement fait asseoir à la table de la cuisine. « Tu as un plan épargne-retraite », avait dit mon père, le visage pâle. « Tu as une assurance santé. Tu es dans l'une des plus grandes entreprises du monde. Pourquoi jetterais-tu tout ça ? Parce que j'ai une idée, leur avais-je dit. Une grande idée. Les idées sont pour les gens qui peuvent se les permettre, avait rétorqué ma mère. Alors, j'ai arrêté de leur en parler. Je suis entré dans la clandestinité. J'ai loué un minuscule studio dans un mauvais quartier de Boston. J'ai vendu ma voiture. J'ai arrêté d'acheter des vêtements. Je mangeais des nouilles instantanées et des sandwichs au beurre de cacahuètes. J'utilisais chaque centime que j'avais pour acheter de l'espace serveur. Je ne dérivais pas. Je sprintais. J'ai rencontré Maya Torres lors d'un hackathon. C'était une data scientist brillante qui venait de quitter Johns Hopkins. Le courant est passé instantanément. Nous partagions une vision. Nous croyions que l'apprentissage automatique pouvait prédire les crises des patients en soins intensifs avant même que les moniteurs ne bipent. Nous croyions pouvoir sauver des vies. Nous avons nommé l'entreprise MedSync Analytics. Pendant la première année, il n'y avait que nous deux. Nous travaillions dans mon salon. Il y avait des fils partout. La pièce était chaude à cause de la chaleur des ordinateurs. Nous codions jusqu'à ce que nos yeux brûlent. Nous présentions notre projet à des investisseurs qui se moquaient de nous. 2 jeunes femmes, a dit un investisseur. Dans l'IA de la santé, c'est trop risqué. Mes parents m'appelaient durant ces jours-là. Comment se passe la recherche d'emploi ? Demandaient-ils. Ça va, disais-je. Je ne pouvais pas leur dire que je venais d'être rejeté par la 10e société de capital risque cette semaine-là. Ils m'auraient dit d'abandonner. Ils m'auraient dit que je gâchais ma vie. Je n'avais pas besoin de leur peur. J'avais assez de la mienne. Mais ensuite, ça a tourné. C'est arrivé il y a 18 mois. Nous avons obtenu notre premier contrat avec un petit réseau hospitalier dans l'Ohio. Ils ont accepté de lancer un pilote de notre logiciel. Ça a marché. Le premier mois, MedSync a prédit cet arrêt cardiaque 4 heures avant qu'il ne se produise. Les médecins ont pu intervenir. Cette personne a vécu alors qu'elle serait morte. Les données nous sont revenues. Je me souviens m'être assise par terre avec Maya. Nous avons regardé les chiffres. Nous avons pleuré. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre et avons pleuré. Ce fut le tournant. Après cela, les investisseurs ont arrêté de rire. Ils ont commencé à appeler. Nous avons levé 5 millions de dollars lors de notre tour de table d'amorçage, puis 20 millions en série A. Ma vie s'est divisée en 2. Dans une vie, j'étais Clara Jennings, PDG. J'avais 85 employés. J'avais un bureau avec vue sur le port. Je m'envolais pour Genève pour parler à l'Organisation mondiale de la santé. Je refusais des offres de rachat de Google et Apple. Je figurais dans TechCrunch et WeRed. Dans l'autre vie, la vie à l'intérieur de cette maison, j'étais Clara la ratée. J'ai essayé de leur dire une fois, il y a environ 1 an. Je suis rentré à la maison pour Pâques. Nous venions de conclure un accord avec la Mayo Clinic. J'étais si fier. Maman, papa, ai-je dit au dîner. Je fais du travail de consultant. Ça se passe vraiment bien. J'ai des clients. Consultant ? A dit mon père. Il a fait une grimace comme s'il avait goûté du lait tourné. C'est ce que les gens disent quand ils n'arrivent pas à se faire embaucher à temps plein. C'est des petits boulots, Clara. C'est instable. Ce ne sont pas des petits boulots, ai-je essayé d'expliquer. C'est une entreprise. Est-ce que ça a un plan retraite ? A demandé ma mère. Est-ce que ça a une couverture dentaire ?
Je peux payer ma propre couverture dentaire, maman. Ne fais pas la maligne, a-t-elle dit. Nous voulons juste que tu sois en sécurité. Je me suis fermé. J'ai réalisé alors qu'ils ne voulaient pas savoir la vérité. Ils avaient un récit. J'étais celle qui était chaotique. Daniel était celui qui était stable. Si je réussissais, cela enfreignait les règles. Si je réussissais, cela signifiait qu'ils avaient tort sur tout. Et mes parents détestaient avoir tort. Alors, je les ai laissés le croire. Je les ai laissés payer mon dîner quand nous sortions. Je les ai laissés me glisser des billets de 20 $ pour l'essence. J'ai encaissé les coups verbaux. Mais ce soir était différent. Ce soir, le secret était trop grand pour être gardé. Il y a 3 jours, Med5 avait rendu public notre partenariat avec le CDC. Nous allions devenir la norme nationale pour l'analyse prédictive dans les salles d'urgence. La valorisation de l'entreprise avait atteint 1,4 milliard $. L'embargo de la presse était levé ce soir. CNN diffusait un reportage spécial sur l'avenir de la médecine. Ils m'avaient interviewé la semaine dernière. Ils étaient venus au bureau. Ils avaient tout filmé. J'ai regardé ma montre. Il était 19h15. Le reportage spécial commençait à 19h30. Nous étions assis à la table de la salle à manger maintenant. Ma mère avait sorti le rôti. Mon père le découpait. Viande blanche ou viande brune, Clara ? A demandé papa. Brune, s'il te plaît. Bien sûr, a dit Daniel. Le morceau le moins cher. Il a gloussé à sa propre blague. Je l'ai fixé. J'ai regardé ses dents parfaites. J'ai regardé sa montre coûteuse. Il pensait être riche. Il gagnait 300 000 $ par an. Il pensait que c'était le sommet de la montagne. J'avais gagné 300 000 $ pendant que nous mangions les amuse-gueules. Alors, a dit ma mère en passant la purée de pommes de terre. Parlons de la nouvelle année. Nouvelle année, nouveau départ, n'est-ce pas, Clara ? C'est ça, ai-je dit. Je pensais, a-t-elle continué, peut-être que tu pourrais revenir vivre à la maison pour quelques mois. Économiser sur le loyer. Cela te donnerait le temps de vraiment te concentrer sur la recherche d'un poste. Ton ancienne chambre est toujours là. Nous l'utilisons pour le stockage maintenant, mais nous pourrions la vider. Je n'ai pas besoin de revenir à la maison, maman. Pourquoi es-tu si têtue ? A-t-elle demandé. Sa voix montait. Nous t'offrons une bouée de sauvetage. Pourquoi ne veux-tu pas la prendre ? Parce que je ne suis pas en train de me noyer, ai-je dit. C'est sorti plus fort que je ne le voulais. La table est devenue silencieuse. Tout le monde a arrêté de manger. Il n'est pas nécessaire de crier, a dit mon père sévèrement. Ta mère essaie d'être gentille. Je sais, ai-je dit. J'ai baissé la voix. Je sais, mais vous supposez que j'échoue. Vous supposez que je ne fais rien. Parce que tu n'as rien à montrer, a dit Daniel. Il a posé sa fourchette. Clara, ça fait 3 ans. Cite une chose que tu as accomplie. Une chose réelle. Je l'ai regardée. Je les ai tous regardés. Je ne peux pas en citer juste une, ai-je dit. Tu vois ? A raillé Daniel. Elle délire. Daniel, a averti ma mère. Elle s'est tournée vers moi. Clara, nous t'aimons, mais nous ne pouvons pas continuer à soutenir ce fantasme. Nous t'avons pris un cadeau. Ce n'était pas bon marché. Elle a mis la main sous la table et a sorti une boîte. Elle l'a fait glisser vers moi. Ouvre-la, a-t-elle ordonné. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait un porte-documents en cuir noir. C'est le genre qu'on emporte aux entretiens d'embauche pour y mettre son CV. À l'intérieur du porte-documents se trouvait un chèque. J'ai regardé le chèque. Il était de 5 000 $. C'est pour t'aider à te remettre sur pied, a dit mon père. Utilise-le pour le loyer. Fais-toi couper les cheveux. Achète un beau tailleur pour les entretiens. Et ma mère a ajouté, utilise le porte-documents. Ça fait professionnel. Ça montre que tu es sérieuse. J'ai fixé le chèque. 5 000 $. C'était beaucoup d'argent pour eux. C'était un sacrifice. Je le savais, mais c'était aussi une insulte. C'était un paiement pour ma soumission. Ils achetaient mon accord sur le fait que j'étais une ratée. Je ne peux pas prendre ça, ai-je dit. Tu vas le prendre, a dit mon père. L'orgueil ne paie pas les factures, Clara. Nous en avons discuté. J'ai placé le chèque sur la table basse à côté du rôti de bœuf. Je vais bien, ai-je répété. Tu ne vas pas bien. Ma mère a frappé du poing sur la table. Tu es au chômage. Tu as presque 30 ans. Tu nous fais honte. C'était là.
La vérité. Il ne s'agissait pas de ma sécurité. Il s'agissait de leur honte. Je suis désolé de vous faire honte, ai-je dit. Ma voix était stable. J'étais surprise de voir à quel point elle était stable. Mais je pense que vous avez tort. Tort sur quoi? Hurricane Daniel. Surtout? J'ai regardé par-dessus l'épaule de Daniel. La grande télévision dans le salon était allumée. Le volume était bas, mais je pouvais voir l'écran. La coupure publicitaire se terminait. Le logo CNN a tournoyé sur l'écran. Le bandeau d'information de dernière minute est apparu en rouge vif. Maman, ai-je dit. Monte le son de la télé. Quoi? A-t-elle demandé. Nous avons une conversation, Clara. Ne change pas de sujet. Monte le son, ai-je dit. S'il te plaît. Quelque chose dans ma voix l'a fait s'arrêter. Elle m'a regardé. Puis elle a regardé la télé. Elle a pris la télécommande et a appuyé sur le bouton. Le volume a augmenté. Le son des nouvelles a rempli la salle à manger. Et dans une révélation choquante ce soir, le mystérieux fondateur de Med5 Analytics a enfin été identifié. Mon père s'est figé. Son couteau planait au-dessus de la viande. Med5, l'entreprise responsable des nouveaux protocoles d'IA adoptés par le CDC, est actuellement valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Daniel s'est retourné sur sa chaise. Les investisseurs ont qualifié le fondateur de génie, de solitaire, de visionnaire. Et ce soir, nous avons un nom. J'ai regardé ma famille. Ils regardaient tous l'écran. Le fondateur et actionnaire majoritaire est Clara Jennings, 29 ans, de Boston. La pièce est devenue silencieuse comme la mort. Puis ma photo est apparue à l'écran. C'était une photo professionnelle. J'avais l'air forte. J'avais l'air confiante. Sous mon visage, en grosses lettres blanches, il était écrit « Clara Jennings, valeur nette, 1,4 milliard de dollars ». Le verre de vin de mon père a glissé de ses doigts. Il a heurté le sol et s'est brisé. Le vin rouge a éclaboussé partout, tachant le tapis comme du sang. Mais personne n'a bougé pour nettoyer. Le vin rouge s'est étalé sur le tapis beige. Il avançait vite, s'imprégnant dans les fibres, ressemblant à une blessure sombre et laide. Mon père ne l'a pas regardé. Il n'a même pas cligné des yeux. Sa bouche était légèrement ouverte. Ses yeux étaient rivés sur l'écran de télévision. « Hélène » a-t-il chuchoté. « Hélène, regarde. » Ma mère regardait déjà. Sa main couvrait sa bouche. Elle tremblait. Sur l'écran, l'image a changé. Ce n'était plus juste une photo. C'était une séquence vidéo. C'était une séquence de la semaine dernière quand l'équipe de journalistes était venue à mon bureau dans le quartier de Seaport. La caméra a balayé le hall de Med5. C'était élégant et moderne avec des murs en verre et des sols en béton poli. Le logo de l'entreprise, une ligne de poux bleu croisant un nœud de données, était monté sur le mur en acier brossé. Puis la caméra m'a trouvé. Je marchais dans le couloir sur l'écran. Je portais un blazer bleu marine et un jean. Je parlais à mon directeur technique, David. J'avais l'air sérieuse. J'avais l'air de commander. J'ai pointé un écran sur le mur, et 3 personnes en costume m'ont fait un signe de tête. La voix off a continué. Clara Jennings, une ancienne ingénieure de Microsoft, a fondé Med5 il y a 3 ans dans un studio. Opérant en mode furtif total, elle a construit un algorithme qui prédit la septicémie et l'insuffisance cardiaque jusqu'à 12 heures avant l'apparition des symptômes cliniques. Mon frère Daniel s'est levé. Sa chaise a raclé bruyamment contre le parquet. Mode furtif, a-t-il marmonné. Elle était en mode furtif. Il m'a regardé. Son visage était pâle. La suffisance avait disparu. Le regard de grand frère avait disparu. Il avait l'air de voir un fantôme. C'est réel? A-t-il demandé. Sa voix s'est brisée. Clara, est-ce que c'est une blague? Est-ce une sorte de deepfake? Je ne lui ai pas répondu. J'ai juste regardé la télé. L'impact se fait déjà sentir, a dit le présentateur. Dans des programmes pilotes à travers l'Ohio et le Massachusetts, on attribue à Med5 le sauvetage de plus de 4000 vies rien qu'au cours des 6 derniers mois. 4000 vies. J'ai regardé ma mère. Je me suis souvenu d'il y a 2 mois, quand elle m'avait dit que je gâchais mon potentiel. Elle m'avait dit que si je voulais aider les gens, je devrais faire du bénévolat à la soupe populaire le week-end. Elle ne pensait pas que j'étais capable de sauver qui que ce soit. Elle ne pensait même pas que je pouvais me sauver moi-même. Mais c'est le monde financier qui est sous le choc ce soir, a dit le présentateur. Jennings a conservé une part sans précédent de 80% de son entreprise lors des premiers tours de financement.
Une décision que beaucoup ont qualifiée d'arrogante, mais qui a maintenant fait d'elle l'une des femmes autodidactes les plus riches d'Amérique. 80%, a chuchoté Daniel. Il a fait le calcul dans sa tête. J'ai vu ses yeux s'écarquiller. Ma belle-sœur Rachel était figée. Elle tenait sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Un morceau de rôti de bœuf est tombé de la fourchette et a atterri sur sa robe coûteuse. Elle ne l'a pas remarqué. Clara, a dit ma mère. Sa voix était petite. Elle ressemblait à une voix d'enfant. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai essayé, ai-je dit. J'ai gardé ma voix calme. Je n'ai pas crié. Je vous ai dit que je travaillais. Je vous ai dit que j'avais une entreprise. Mais on pensait que c'était un Toby, a-t-elle bégayé. On pensait que c'était un blog ou quelque chose comme ça. Je sais ce que vous pensiez, ai-je dit. À la télé, l'interview a commencé. C'était moi assise dans un fauteuil en face du journaliste. Pourquoi ce secret? M'a demandé le journaliste à l'écran. La Clara de la télé a souri. C'était un sourire triste. Quand vous construisez quelque chose de fragile, a dit la Clara de la télé, vous devez le protéger. Vous ne pouvez pas laisser le doute entrer. Ni de la part des investisseurs, ni de la part des gens autour de vous. Parfois, il faut construire dans l'ombre pour pouvoir briller dans la lumière. Mon père a tourné la tête lentement. Il m'a regardé. Puis il a regardé le chèque sur la table. Le chèque de $5000. Le chèque qu'il m'avait donné pour me remettre sur pied. Il était là, entre le ragoût de haricots verts et la saucière. Le présentateur est revenu à l'antenne. Il tenait un morceau de papier. Nous venons de recevoir la confirmation de la valorisation de la bourse de New York avant le dépôt de l'introduction en bourse, a-t-il dit. La valeur nette personnelle de Clara Jennings est estimée à $1,4 milliard. La pièce a semblé perdre tout son air. 1,4 milliard. Le chiffre flottait dans l'air. C'était trop gros pour être compris. C'était plus gros que cette maison. C'était plus gros que le cabinet dentaire de Daniel. C'était plus gros que tout ce qu'il connaissait. Ma mère a émis un son. C'était comme un mélange de halètement et de sanglots. Elle a attrapé le bord de la table pour se stabiliser. Ce n'est pas possible, a-t-elle chuchoté. C'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, maman, ai-je dit. J'ai pris mon verre d'eau et j'ai bu une gorgée. Ma main était stable. Pendant 3 ans, j'avais été l'échec de la famille. J'avais été l'exemple à ne pas suivre. Quand mes cousins demandaient de mes nouvelles, mes parents changeaient de sujet. Quand les voisins demandaient ce que Clara faisait, ma mère mentait et disait que j'étais en train de chercher ma voie. Ils avaient honte de moi. Et maintenant, le monde entier me célébrait. J'ai regardé le sapin de Noël. Les lumières sont devenues un peu floues. Je ne pleurais pas, mais mes yeux étaient brûlants. Je n'étais pas triste. J'étais soulagé. Le poids que je portais, le poids de leur déception, avait disparu. Il s'était évaporé au moment où ce chiffre avait frappé l'écran. Je n'étais plus la fille qui avait besoin d'être sauvée. J'étais celle qui possédait la banque. Daniel a été le premier à sortir de la transe. Il a sorti son téléphone de sa poche. Ses doigts bougeaient si vite qu'ils étaient flous. C'est partout, a-t-il dit. Sa voix était essoufflée. Forbes vient de le Twitter. Bloomberg a un article complet. La licorne de Boston. Bon sang. Clara. Il a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient écarquillés. Il me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Il n'avait vu que la petite sœur qu'il devait protéger. Il n'avait vu que la ratée. Tu as refusé Google? A-t-il demandé. Il lisait sur son téléphone. Ça dit ici que tu as rejeté une offre d'acquisition de $900 millions de Google l'année dernière. C'est vrai? Oui, ai-je dit. Pourquoi? Il a pratiquement hurlé. 900 millions? Tu es folle? Il voulait démanteler le comité d'éthique. J'ai dit simplement, il voulait utiliser les données pour de la publicité ciblée. J'ai dit non. Tu as dit non à $1 milliard pour l'éthique? Daniel s'est affaissé dans sa chaise. Il avait l'air de souffrir physiquement. Pour Daniel, l'argent était le seul tableau de bord. L'idée de refuser autant d'argent était impossible à traiter pour lui. Ça a payé, ai-je dit. Nous valons plus maintenant. Et nous avons gardé la mission. Ma mère fixait toujours la télé, même si le segment était terminé et qu'une publicité pour une assurance auto-passait. Elle s'est tournée lentement pour me faire face. Son visage était gris. Nous t'avons donné un chèque, a-t-elle dit. Sa voix était creuse.
Elle a regardé le porte-documents sur la table. Le chèque de 5 000 $ dépassait. Nous t'avons donné un chèque pour le loyer, a-t-elle répété. Et tu as des milliards. J'apprécie le geste, maman, ai-je dit. Je sais que tu voulais aider. Aider. Mon père a laissé échapper un rire dur et sec. Il s'est frotté le visage avec les mains. Aider? Nous t'avons insulté. C'est ce que nous avons fait. Nous étions assis là et t'avons offert un emploi de réceptionniste. Il a regardé Daniel. Une réceptionniste? A répété papa. Elle dirige une entreprise d'1 milliard de dollars et nous lui avons dit qu'elle devrait répondre au téléphone pour 18 $ de l'heure. Je ne savais pas. C'est défendu Daniel. Comment étais-je censé savoir? Elle s'habille comme une clocharde. Regarde son manteau. Regarde sa voiture. J'aime ma voiture, ai-je dit. C'est une Honda avec une bosse dans le pare-choc. A crié Daniel. Les gens riches ne conduisent pas des voitures cabossées. Clara, pourquoi n'as-tu rien dit? Pourquoi nous as-tu laissé nous ridiculiser? Je ne vous ai rien forcé à faire, ai-je dit. J'ai senti une étincelle de colère à ce moment-là. Je ne vous ai pas forcé à me traiter comme une enfant. Je ne vous ai pas forcé à supposer que j'étais paresseuse. Vous avez fait ça tout seul. On ne pensait pas que tu étais paresseuse, a protesté ma mère. Des larmes commençaient à couler sur son visage. On pensait que tu étais perdue. Non, maman, ai-je dit. Tu pensais que j'étais inférieure à vous. Tu pensais que Daniel était la réussite et que j'étais le gâchis. Ça te faisait te sentir bien. Ça te faisait te sentir en sécurité. C'est une chose terrible à dire, a-t-elle pleuré. Ah bon? Ai-je demandé. Pense à ce soir. Pense à il y a 10 minutes. Quand je suis entré, tu as critiqué mon poids. Tu as critiqué mes vêtements. Tu as critiqué ma vie. M'as-tu posé une seule question sur mon travail? M'as-tu demandé ce que je construisais? Non. Tu as juste demandé si j'avais envoyé des CV. Silence. La vérité flottait dans la pièce, plus lourde que le rôti de bœuf. J'ai essayé de vous le dire. Ai-je continué? Il y a 1 an à Pâques, je vous ai dit que j'avais des clients. Je vous ai dit que ça se passait bien. Et papa m'a dit que c'était des petits boulots. Il m'a dit que ce n'était pas réel. Mon père a baissé les yeux sur ses mains. Il tournait son alliance. Je me souviens, a-t-il murmuré. Vous ne vouliez pas que ce soit réel, ai-je dit. Parce que si c'était réel, alors vous auriez dû admettre que vous ne me connaissiez pas. Vous auriez dû admettre que je n'avais pas besoin de vous. Rachel s'est raclé la gorge. Elle avait l'air mal à l'aise. Elle avait l'air de vouloir être n'importe où ailleurs dans le monde. Alors, a-t-elle dit, sa voix aiguë et tendue. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu vas déménager? Rachel a claqué Daniel. Quoi? A-t-elle dit. Je pose juste la question. Si elle a 1 milliard de dollars, elle ne restera probablement pas dans ce studio. J'ai regardé Rachel. J'ai presque eu pitié d'elle. Son monde entier était construit sur le statut. Elle avait épousé Daniel parce qu'il était dentiste et qu'il pouvait rejoindre le country club. Maintenant, les règles de son monde étaient brisées. J'ai acheté une maison le mois dernier, ai-je dit. À Seattle. J'y déménage le siège social la semaine prochaine. Seattle. Ma mère avait l'air anéantie. Mais c'est si loin. C'est près du pôle technologique, ai-je dit. Et c'est loin d'ici. Les mots ont frappé fort. Loin d'ici. Ma mère a commencé à pleurer plus fort. Ce n'étaient pas les pleurs polis et silencieux qu'elle faisait habituellement. C'était désordonné. Ses épaules tremblaient. Nous t'avons perdu, a-t-elle sangloté. Nous ne savions même pas que nous le faisions, mais nous t'avons perdu. Vous ne m'avez pas perdu, maman, ai-je dit. Je suis juste là. Mais la dynamique, ce truc où je suis la déception et vous êtes les juges, c'est fini. C'est terminé. Mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche. Puis il a vibré encore, et encore. C'était une vibration continue. Je l'ai sorti. L'écran s'allumait avec des notifications, des SMS de vieux amis que je n'avais pas vus depuis des années, des emails d'investisseurs, des demandes LinkedIn. Le monde m'avait trouvé. Je dois prendre ça, ai-je dit. C'est mon directeur des opérations. Nous devons préparer une déclaration pour les marchés asiatiques. Je me suis levé. Assieds-toi, Clara, a dit mon père. Sa voix était suppliante. S'il te plaît, allons. Dis non. Parlons. Je ne peux pas, ai-je dit. J'ai une entreprise à diriger. Je me suis dirigé vers le couloir.
Clara a appelé Daniel. Attends. À propos du truc Google. Est-ce que tu as vraiment refusé ou c'est juste de la com? Je me suis arrêté et je l'ai regardé en arrière. Il essayait toujours de trouver un angle. Il essayait toujours de trouver un défaut. C'est réel, Daniel, ai-je dit. Tout le monde ne fait pas ça pour l'argent. Je suis allé dans le couloir pour prendre mon manteau. Le vieux manteau en laine grise. Je l'ai mis. Il ressemblait à une armure. Je pouvais les entendre dans la salle à manger. Ils chuchotaient. Qu'est-ce qu'on fait? Demandait ma mère. Georges, qu'est-ce qu'on fait? On s'excuse, a dit mon père. On la supplie de nous pardonner. Elle ne le fera pas, a dit Daniel. Tu as vu ses yeux? Elle est partie. J'ai boutonné mon manteau. Je me suis regardé dans le miroir du couloir. Je n'avais plus l'air fatigué. Je n'avais pas l'air maigre. Je ressemblais à Clara Jennings. J'ai ouvert la porte d'entrée. L'air froid de l'hiver a frappé mon visage. C'était agréable. C'était propre. Avant de sortir, j'ai regardé la salle à manger une dernière fois. Le chèque était toujours sur la table. Le rôti de bœuf refroidissait. Le vin tachait toujours le tapis. C'était la scène d'un désastre. Mais pour moi, c'était la scène d'une libération. Je suis sorti sur le porche, et c'est là que j'ai vu les lumières. Pas des lumières de Noël. Des lumières de caméra. Je suis rentré précipitamment et j'ai claqué la porte d'entrée. Mon cœur martelait contre mes côtes. Qu'est-ce qu'il y a? A demandé mon père. Il se tenait dans le couloir, tenant une serviette. Il avait l'air perdu. Qui est dehors? Des journalistes, ai-je dit. J'ai verrouillé le pen dormant. Il y a des camionnettes. 3. Et des photographes. Des reporters. La voix de ma mère est montée d'une octave. Ici? À notre maison? Ils ont trouvé l'adresse, ai-je dit. Ça ne prend pas longtemps de nos jours. L'info est tombée il y a 30 minutes. C'est suffisant. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à travers les stores. La rue de banlieue calme se transformait. Une camionnette de presse avec une antenne parabolique se garait sur l'herbe. Des hommes avec de lourdes caméras couraient dans l'allée. Des éclairs de lumière éclataient comme la foudre, illuminant la neige. Ils ne peuvent pas être là, a dit ma mère. Elle s'est précipitée vers la fenêtre et a regardé dehors. Elle a halté et a tiré le rideau rapidement. Oh mon Dieu, Georges, regarde ça. Les voisins regardent. Mon père n'a pas bougé. Il me fixait. Tu l'as vraiment fait, a-t-il dit doucement. Ce n'était pas juste un projet. Ce n'était pas un petit boulot. Non, papa, ai-je dit. Ce n'était pas un petit boulot. Nous étions piégés. Je ne pouvais pas partir. Pas encore. Je devais appeler mon équipe de sécurité pour qu'ils viennent me chercher. Cela signifiait que je devais passer 1 heure de plus dans cette maison. Dans cette cocotte minute. Je suis retourné dans le salon. La télé était toujours allumée. Le cycle d'information était passé à l'analyse. Un panel d'experts discutait de Med 5. Ce que Clara Jennings a fait, disait une femme en blazer rouge, c'est démocratiser les données. Elle a contourné les gardiens traditionnels. Elle n'a pas demandé la permission. Elle a simplement construit une meilleure souricière. Daniel était assis sur le canapé maintenant. Il avait la tête dans les mains. J'ai dit à mes amis que tu étais déprimé, a-t-il dit. La pièce est devenue silencieuse. Le bruit de la télé a semblé s'estomper. Quoi? Ai-je demandé. Il a levé les yeux. Ses yeux étaient rouges. Il avait l'air plus jeune que je ne l'avais vu depuis des années. Le masque de dentiste confiant avait disparu. La semaine dernière, a-t-il dit. Au club. Marcuson a demandé de tes nouvelles. Il a demandé si tu travaillais. Je lui ai dit. Je lui ai dit que tu luttais contre la dépression. Je lui ai dit que tu sortais à peine de ton appartement. J'ai senti un frisson froid descendre dans mon dos. Pourquoi as-tu dit ça? Parce que c'était logique. A-t-il crié. Il s'est levé et a fait les 100 pas dans la pièce. Tu étais maigre. Tu étais pâle. Tu n'avais jamais d'argent. Tu portais de vieux vêtements. Qu'est-ce que j'étais censé penser d'autre? J'essayais de te couvrir. Tu ne me couvrais pas, ai-je dit. Tu te couvrais toi-même. Tu ne voulais pas d'une sœur qui était une ratée. Alors tu m'as rendu malade à la place. Je pensais que j'aidais. Non, Daniel, ai-je dit. Tu étais embarrassé. Il y a une différence. Ma mère est entrée dans la pièce.
Elle a regardé le porte-documents sur la table. Celui avec le chèque à l'intérieur. Elle l'a ramassé. Ses mains tremblaient tellement que le chèque a volté jusqu'au sol. J'ai dit à tante Sarah que c'était une phase, a-t-elle chuchoté. Je me suis tourné vers elle. Qu'est-ce que tu as dit? Elle ne voulait pas me regarder. Elle regardait le mur. Elle regardait les photos de famille accrochées là. Des photos de Daniel diplômé de l'école dentaire. Des photos du mariage de Daniel. Il n'y avait qu'une seule photo de moi. Elle datait du lycée. Avant que je ne devienne difficile. Avant que je ne devienne un risque. Tante Sarah a demandé de tes nouvelles à Thanksgiving, a dit ma mère. Sa voix tremblait. Elle a demandé pourquoi tu n'avais pas encore trouvé de travail. Je lui ai dit. Je lui ai dit que tu traversais une phase. J'ai dit que tu essayais de te trouver, comme ces gamins qui voyagent en sac à dos à travers l'Europe. J'ai dit que ça te passerait en grandissant. Une phase, ai-je répété. Je ne voulais pas qu'il te juge, a-t-elle pleuré. Je ne voulais pas qu'il pense que tu étais incompétente. Alors tu as balayé ma vie, ai-je dit. 3 ans de ma vie. Mon travail acharné. Mes nuits sans sommeil. Tu as réduit tout ça à une phase. On ne savait pas. A-t-elle crié. Vous n'avez pas demandé. Ai-je crié en retour. C'était la première fois que j'élevais la voix. C'était comme une explosion dans une pièce. J'ai essayé de vous montrer le code une fois. Ai-je dit. Vous vous souvenez? Il y a 2 Noëls, j'ai apporté mon ordinateur portable. Je voulais vous montrer le modèle prédictif. J'étais tellement excité. J'ai dit, papa, regarde ça. Et qu'est-ce que tu as dit? Mon père a fermé les yeux. Il se souvenait. Je pouvais le voir sur son visage. J'ai dit, pas d'écran à table, a-t-il murmuré. Oui, ai-je dit. Tu as dit, range ce jouet, Clara. C'est un moment en famille. Tu as appelé ça un jouet. L'œuvre de ma vie. Un jouet. Je pensais que tu jouais à des jeux, a-t-il dit. Je pensais. Je ne sais pas ce que je pensais. Tu pensais que j'étais incapable, ai-je dit. C'est la vérité. Tu peux l'habiller comme tu veux. Tu peux appeler ça de l'inquiétude. Tu peux appeler ça de l'amour. Mais la vérité, c'est que tu m'as regardé et tu n'as rien vu. Tu as vu une fille qui avait besoin d'être réparée. Tu as vu un problème. Je me suis dirigé vers la fenêtre. Les lumières dehors étaient plus brillantes maintenant. D'autres camionnettes étaient arrivées. Je pouvais voir une voiture de police arriver pour contrôler la foule. Je ne suis pas un problème, papa, ai-je dit en regardant le chaos dehors. Je suis une solution. Le reste du monde le voit maintenant. Pourquoi n'avez-vous pas pu le voir? Mon téléphone a vibré à nouveau. C'était Maya, ma cofondatrice. SMS. La sécurité est à 20 minutes. Tiens bon. Ne sors pas. Nous avons une équipe d'exfiltration discrète qui arrive. 20 minutes, ai-je dit à la cantonade. Mon équipe sera là dans 20 minutes. Ensuite, je vous laisserai tranquille. Ne dis pas ça, a dit ma mère. Elle s'est assise sur le fauteuil et a enfoui son visage dans ses mains. Ne dis pas que tu nous laisseras tranquille. Tu es notre fille. Le suis-je? Ai-je demandé. Parce que ces 3 dernières années, je me suis senti comme une locataire que vous ne pouviez pas expulser. J'ai regardé la table de la salle à manger. La nourriture était froide. L'illusion du Noël familial parfait était brisée. Nous étions assis dans les décombres. J'ai besoin d'un verre, a dit Daniel. Il s'est dirigé vers le comptoir. Il a pris la bouteille de Screaming Eagle Cabernet. Celle que j'avais apportée, celle qu'ils avaient ignorée. Il a regardé l'étiquette. Il a froncé les sourcils. Il a sorti son téléphone et a pris une photo de l'étiquette. Il l'a cherchée. J'ai regardé son visage changer. Bon sang, a-t-il chuchoté. Cette bouteille vaut $3000. Il m'a regardé. Tu as apporté une bouteille de vin à $3000 pour le dîner, et on t'a dit de boire le merlot de l'épicerie. C'est un bon millésime, ai-je dit sèchement. Il a posé la bouteille doucement, comme si elle était faite d'un verre qui pouvait exploser. On ne te connaissait vraiment pas du tout, a-t-il dit. Non, ai-je dit. Vous connaissiez la version de moi que vous aviez créée dans vos têtes. Et cette version n'existe plus. Les 10 minutes suivantes ont été les plus longues de ma vie. Nous étions assis dans le salon. Personne ne bougeait. Le seul son était le bruit étouffé de la foule dehors et le bourdonnement bas de la télévision. CNN montrait maintenant un extrait d'un médecin de la Cleveland Clinic. Ce logiciel est un miracle, disait le médecin. Nous avons eu une patiente la semaine dernière, une jeune mère.
Ces signes vitaux semblaient bons. Les moniteurs standards ne montraient rien, mais médecin a signalé une anomalie à haut risque dans les tendances de son oxygène sanguin. Nous sommes intervenus, et nous avons trouvé un caillot. Si nous avions attendu 1 heure de plus, elle serait morte. Clara Jennings a sauvé la vie de cette femme. Ma mère regardait l'écran. Des larmes coulaient sur son visage, ruinant son maquillage. Elle ne sanglotait plus. Elle pleurait juste silencieusement. Elle s'est levée et s'est dirigée vers la fenêtre. Elle n'a pas regardé dehors. Elle a juste appuyé son front contre la vitre fraîche. « J'ai sauvé une vie 1 fois », a-t-elle dit doucement. « Tu te souviens ? Quand tu avais 7 ans, tu es tombé dans la piscine. »« Je me souviens », ai-je dit. « Je t'ai sorti », a-t-elle dit. « Je t'ai fait un massage cardiaque. Je me suis sentie si forte ce jour-là. Je me suis sentie comme une mère. Comme si j'avais un but. Mon travail était de te garder en sécurité. » Elle s'est retournée. Ses yeux étaient tristes. « Je crois que je n'ai jamais arrêté d'essayer de te sortir de la piscine, » a-t-elle dit. Même quand tu nageais bien. Même quand tu nageais mieux que moi, je voyais toujours la fille qui se noyait. C'était la chose la plus honnête qu'elle ait jamais dite. Je sais, maman, ai-je dit. Mais tu me noyais. Tu essayais de me sauver d'un danger qui n'était pas là. Et en faisant ça, tu es devenu le danger. Tu m'as fait douter de moi-même. Sais-tu à quel point il est difficile de construire une entreprise quand ta propre mère te dit d'abandonner chaque dimanche? J'avais peur, a-t-elle chuchoté. J'avais peur que tu échoues et que tu sois blessé. Le monde est dur, Clara. Le monde est dur, ai-je convenu. Mais tu l'as rendu plus dur. Tu étais censé être mon havre de paix. Au lieu de cela, tu étais la tempête. Mon père s'est raclé la gorge. Il était assis dans son fauteuil en cuir. Il paraissait plus petit que d'habitude. Il m'avait toujours semblé être un géant. Le patriarche, l'homme qui savait tout. Maintenant, il ressemblait à un vieil homme qui avait perdu sa carte. Nous avons eu tort, a-t-il dit. Sa voix était rauque. Je le vois maintenant. Nous avons eu tort sur le travail. Nous avons eu tort sur l'argent. Nous avons eu tort sur toi. Merci, ai-je dit. Mais avoir tort n'est pas le problème, papa. C'est le manque de respect. Manque de respect? Il a eu l'air blessé. Nous ne t'avons jamais manqué de respect. Nous t'avons nourri. Nous t'avons offert de l'argent. Nous t'avons invité à chaque fête. C'est de la charité, papa, ai-je dit. Ce n'est pas du respect. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'au centre de la pièce. Je voulais qu'ils entendent ça. Je voulais qu'ils l'entendent vraiment. Le respect, c'est écouter, ai-je dit. Le respect, c'est poser des questions. Le respect, c'est supposer que je suis une adulte compétente jusqu'à ce que je prouve le contraire. Vous ne m'avez jamais donné ça. Vous avez supposé que j'étais incompétente. Vous avez supposé que j'étais une enfant. J'ai pointé Daniel du doigt. Vous respectez Daniel, ai-je dit. Quand Daniel parle de son cabinet, vous écoutez. Vous posez des questions sur ses patients. Vous vous vantez de lui auprès de vos amis. Mais quand je parlais, vous changiez de sujet. Vous respectiez son titre. Vous respectiez ses revenus. Vous ne me respectiez pas parce que je ne correspondais pas à votre définition du succès. Daniel a baissé les yeux vers ses chaussures. Tu as raison, a-t-il dit calmement. Et voici le coup de grâce, ai-je continué. Si j'étais entré ici ce soir et que je vous avais dit que j'avais obtenu un poste de cadre intermédiaire dans une compagnie d'assurance gagnant 80 000 par an, vous auriez été ravi. Vous auriez ouvert le champagne. Vous auriez dit, enfin, Clara va bien. Oui, a admis ma mère. Nous l'aurions fait. Mais j'ai fait quelque chose de 1000 fois plus grand, ai-je dit. Et j'ai dû vous le cacher. J'ai dû cacher mon succès parce que je savais que vous n'y croiriez pas. Je savais que vous le décortiqueriez. Je savais que vous trouveriez un moyen de le faire paraître petit. On ne ferait pas. Mon père a commencé, mais il s'est arrêté. Il savait que c'était vrai. Vous l'auriez fait, ai-je dit. Si je vous avais dit que j'avais des investisseurs, vous auriez dit que c'était des escrocs. Si je vous avais dit que j'avais une valorisation, vous auriez dit que c'était de la monnaie de singe. Vous auriez trouvé le trou dans le bateau parce que vous aviez besoin que le bateau coule. Pourquoi? A demandé ma mère. Pourquoi voudrions-nous que tu coules? Parce que si je coule, vous pouvez être à nouveau les parents, ai-je dit. Si je coule, j'ai besoin de vous. Si je vole, non. La vérité s'est installée sur nous. C'était dur, mais c'était réel. Ils avaient été dépendants de ma dépendance.
Ils avaient besoin de mon échec pour valider leur propre succès. Mon père a pris une grande inspiration. Il s'est levé. Il s'est dirigé vers moi. Il s'est tenu devant moi. Il m'a regardé dans les yeux. Tu n'as pas besoin de nous, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. Non, ai-je dit. Non. Je n'ai pas eu besoin de vous depuis longtemps. J'ai payé mon propre loyer. J'ai construit ma propre vie. J'ai résolu mes propres problèmes. Alors pourquoi es-tu venu? A-t-il demandé. Pourquoi es-tu venu au dîner de Noël si tu n'as pas besoin de nous? Pourquoi as-tu apporté le vin? Pourquoi es-tu restée assise là à nous laisser t'insulter? Parce que je vous voulais, ai-je dit. Ma voix s'est brisée. Je n'ai pas besoin de toi, papa. Mais je te voulais. Je voulais ma famille. Je voulais partager ça avec vous. Je voulais que vous soyez fiers de moi. Pas parce que je suis milliardaire, mais parce que j'ai travaillé dur, parce que j'ai construit quelque chose qui compte. J'ai essuyé une larme de ma joue. Je voulais que vous me voyiez, ai-je dit. Juste moi. Pas Clara l'a raté. Pas Clara le cas social. Juste Clara. Les yeux de mon père se sont remplis de larmes. Son menton a tremblé. Il a tendu la main et a pris la mienne. Sa main était chaude et rugueuse. Je te vois, a-t-il chuchoté. Je te vois, Clara. C'était la première fois depuis des années qu'il me regardait avec fierté, mais c'était mêlé à une terrible tristesse parce qu'il réalisait qu'il me voyait pour la première fois juste au moment où je franchissais la porte. Je suis désolé, a-t-il dit. Je suis tellement désolé que nous t'ayons fait sentir invisible. Je n'étais pas invisible, ai-je dit. J'étais juste caché à la vue de tous. Mon téléphone a vibré à nouveau. SMS, l'équipe d'exfiltration est au portail arrière. SUV noir. 2 minutes. Mon taxi est là, ai-je dit. La dynamique dans la pièce a changé à nouveau. L'air émotionnel lourd a été remplacé par une panique soudaine. Tu pars? A demandé ma mère. Maintenant je le dois, ai-je dit. La presse ne va faire qu'empirer. Si je reste, ils vont camper sur votre pelouse toute la nuit. Si je pars, ils me suivront. C'est mieux pour vous si je m'en vais. Mais le dîner, a-t-elle dit faiblement. Nous n'avons même pas mangé la tarte. J'ai presque souri. Même maintenant, au milieu d'une tempête médiatique et d'une crise familiale, elle s'inquiétait pour la tarte. C'était si absurdement normal. Je ne peux pas rester pour la tarte, maman, ai-je dit. J'ai retiré ma main de celle de mon père. J'ai boutonné mon manteau. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Daniel. Est-ce qu'on le dit aux gens? Tu leur dis ce que tu veux, ai-je dit. La vérité est là dehors maintenant. Tu n'as plus besoin de mentir, Daniel. Tu n'as plus besoin de dire que je suis déprimé. Tu peux dire que je suis occupé. Il a hoché la tête. Ouais. Occupé. Je les ai regardés une dernière fois. Ils ressemblaient à des étrangers. Ils étaient ma famille, mais je les avais dépassés. J'avais grandi dans une forme qui ne rentrait plus dans cette maison. Au revoir, ai-je dit. Clara, a dit ma mère. Elle a fait un pas vers moi. Est-ce qu'on te reverra? Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. J'ai besoin de temps. J'ai beaucoup de travail à faire. Et vous avez beaucoup de réflexions à faire. Nous le regagnerons, a-t-elle dit. Sa voix était féroce. Je te promets, nous regagnerons ton respect. Commencez par écouter, ai-je dit. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la cuisine. La porte arrière était là. Elle menait à l'allée où étaient gardées les poubelles. C'était par là que je sortais en douce quand j'étais adolescente. Maintenant, c'était ma voie d'évasion vers un futur à $1 milliard. J'ai traversé la cuisine. Je suis passé devant le comptoir où le vin Screaming Eagle trônait à côté du merlot d'épicerie. Je l'ai laissé là. J'ai ouvert la porte arrière. L'air froid s'est engouffré. Un SUV noir tournait au ralenti dans l'allée, feu éteint. Un homme large en costume m'a ouvert la porte. Je suis sorti de la maison de mes parents. Je suis sorti du rôle de la victime. Je suis monté dans la voiture, et je n'ai pas regardé en arrière. La porte du SUV s'est fermée avec un bruit sourd et solide. C'était le bruit d'un coffre-fort qui se verrouille. Instantanément, le bruit du monde extérieur a été coupé. Le chauffeur, un homme au cou épais et aux yeux calmes, m'a regardé dans le rétroviseur. Mademoiselle Jennings, je suis Miller. Nous nous dirigeons vers Anscombe Field. Le jet est ravitaillé et prêt. Merci, Miller, ai-je dit. Ma voix sonnait étrangement à mes propres oreilles.
Elle était stable, mais elle semblait creuse. J'ai regardé par la vitre teintée. La scène sur la pelouse de mes parents ressemblait à un film. C'était surréaliste. La police avait mis en place un ruban de périmètre, mais les journalistes poussaient contre. Je voyais des flashs éclater comme des lumières stroboscopiques. J'ai vu la voisine, Madame Gable, debout en peignoir sur son porche, pointant du doigt la maison de mes parents. J'ai vu un caméraman debout sur le toit de sa camionnette pour avoir un meilleur angle. Et j'ai vu ma famille. Ils se tenaient dans l'embrasure de la porte ouverte. La lumière du couloir se déversait derrière eux, les encadrant d'or. Ma mère était appuyée contre le cadre de la porte, la main sur le cœur. Mon père avait son bras autour d'elle. Daniel se tenait légèrement devant eux, regardant la voiture noire. Il paraissait petit. Il ressemblait à des gens regardant un navire s'éloigner, sachant qu'il n'était pas sur le manifeste. « Allez-y » ai-je dit à Miller. « S'il vous plaît, conduisez juste. » Le moteur a ronronné, profond et puissant. La voiture a avancé. Nous avons rampé à travers la mer de journalistes. Des visages pressés contre la vitre. Je pouvais voir leurs bouches bouger, criant des questions que je ne pouvais pas entendre. « Clara, Clara, est-ce vrai pour l'offre de Google ? Regardez par ici. » Je ne les ai pas regardés. J'ai gardé les yeux sur la maison jusqu'à ce que nous tournions le coin. J'ai vu la couronne de Noël sur la porte. J'ai vu la fenêtre de mon ancienne chambre, la pièce dans laquelle il voulait que je revienne pour que je puisse économiser de l'argent. Puis nous avons tourné le coin, et la maison a disparu. Je me suis adossé au siège en cuir. Il était doux et sentait la voiture neuve. J'ai laissé échapper un souffle que j'avais l'impression d'avoir retenu pendant 3 ans. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Le contre-coup arrivait. Je le savais. On ne peut pas maintenir autant de tension aussi longtemps sans craquer un peu quand elle se relâche. J'ai baissé les yeux sur mes vêtements. Je portais mon vieux jean et le manteau en laine grise. Le manteau avait un bouton lâche. Je l'ai tourné avec mon pouce. J'étais milliardaire. J'étais l'une des femmes les plus puissantes de la tech. Et j'étais assise à l'arrière d'un véhicule de sécurité portant un manteau avec un bouton lâche, pleurant silencieusement alors que nous passions devant les centres commerciaux de ma ville natale. Nous sommes passés devant le cinéma où j'avais eu mon premier rendez-vous. Nous sommes passés devant le lycée où j'étais major de promotion et où mes parents se plaignaient que je ne faisais pas assez de sport. Nous sommes passés devant le cabinet dentaire où Daniel travaillait, l'endroit qui était censé être le summum de la réussite. Tout semblait différent maintenant. On aurait dit le décor d'une pièce de théâtre dans laquelle j'avais fini de jouer. Mon téléphone vibrait contre ma cuisse. Il n'avait pas arrêté. C'était un bourdonnement constant comme un insecte piégé. Je l'ai sorti. 47 appels manqués. 112 nouveaux messages. J'ai vu des noms auxquels je n'avais pas pensé depuis des années. Des amis de lycée, des cousins qui n'envoyaient jamais de carte d'anniversaire, des ex-petits amis. Tout le monde voulait une part de l'histoire. Tout le monde voulait dire qu'il me connaissait. Mais en haut de la liste, il y avait un SMS de Daniel. Il était arrivé il y a 2 minutes. J'ai fixé l'écran. Je ne voulais pas l'ouvrir. J'avais peur de ce qu'il dirait. J'avais peur que ce soit une autre critique, une autre exigence, un autre rappel à la réalité. Mais j'ai appuyé sur le bouton. Daniel, papa est assis dans le noir dans le salon. Maman n'arrête pas de pleurer. Je voulais juste dire. J'ai regardé le cours de l'action. Je comprends maintenant. Je suis désolé de t'avoir traité de délirante. Tu n'étais pas la folle. C'était nous. Je l'ai lu 2 fois. C'était nous, ai-je chuchoté. C'était la première fois que Daniel utilisait le mot « nous » pour s'inclure dans une erreur. D'habitude, c'était toi. Tu as gaffé. Tu dois te concentrer. Tu es le problème. J'ai posé le téléphone face contre terre sur le siège à côté de moi. Je ne me sentais pas triomphante en lisant ça. Je pensais que ce serait le cas. Je pensais que leur prouver qu'ils avaient tort ressemblerait à une parade de la victoire. Je pensais que je ressentirais une poussée de « je vous l'avais bien dit ». Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. C'était un épuisement profond, jusqu'aux os. J'ai réalisé alors que leur prouver qu'ils avaient tort ne réparait pas la blessure. Cela la validait simplement. Cela prouvait qu'ils ne m'avaient valorisé que lorsque le monde leur avait dit que j'avais de la valeur. Ils ne m'avaient pas vu. Ils avaient vu le gros titre. Si la nouvelle n'était pas tombée ce soir, si la télé n'avait pas été allumée, ils seraient encore en train de me tendre ce chèque de 5 000 $. Ils me regarderaient encore avec pitié. Rien en moi n'avait changé au cours de la dernière heure. Seule leur perception avait changé, et c'était là la tragédie. Mademoiselle Jennings a dit Miller depuis le siège avant.
Nous avons une petite situation à l'aérodrome. Il y a de la presse à la porte principale. Je vais prendre l'entrée de service. C'est bon, ai-je dit. Faites ce que vous avez à faire. Vous allez bien, madame? A-t-il demandé. Il m'a regardé dans le miroir à nouveau. Ses yeux étaient bienveillants. Je vais bien, Miller, ai-je dit. Je suis juste en deuil. En deuil? A-t-il demandé. Quelqu'un est mort? Oui, ai-je dit en regardant l'autoroute sombre. Je pense que la fille qu'il voulait est enfin morte ce soir. Nous sommes arrivés à l'aérodrome 20 minutes plus tard. L'entrée de service était une route de gravier qui coupait à travers les bois. Le SUV rebondissait légèrement. Nous nous sommes arrêtés sur le tarmac. Le jet était là. C'était un Gulfstream G650. Il était élégant et blanc, brillant sous les projecteurs. C'était une machine construite pour la vitesse et la distance. C'était la manifestation physique de ma nouvelle vie. Je suis sorti de la voiture. Le vent était plus froid ici sur la piste ouverte. Il fouettait mes cheveux sur mon visage. Miller a attrapé mon petit sac, la seule chose que j'avais apportée avec moi. Prêt à y aller? A-t-il demandé. 1 minute, ai-je dit. J'ai regardé vers la clôture. Je pouvais voir la lueur de la ville au loin. Quelque part dans ces lumières se trouvait la maison de mes parents. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Appel de maman. J'ai fixé l'écran. Mon pouce planait au-dessus du bouton rouge de refus. Je pouvais juste y mettre fin. Je pouvais m'envoler et ne plus jamais leur parler. J'avais les ressources pour disparaître. Je pouvais engager des assistants pour filtrer mes appels. Je pouvais devenir un fantôme pour eux. Mais je ne l'ai pas refusé. J'ai répondu. Allô? Clara. Sa voix était humide et épaisse. Elle avait beaucoup pleuré. Clara, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je suis là, maman. Ton père, il ne peut même pas parler, a-t-elle dit. Il tient juste ce chèque. Celui qu'on a essayé de te donner. Il l'a déchiré, Clara. Il l'a déchiré en petits morceaux. C'est bon, maman. Ce n'est que de l'argent. Ce n'est pas une question d'argent, a-t-elle pleuré. Tu ne comprends pas? C'est une question d'arrogance. Nous avons été si arrogants. Nous pensions savoir ce qui était le mieux pour toi. Nous pensions être les professeurs et toi l'élève. Mais toi, tu nous donnais une leçon tout ce temps. Je me tenais sur le tarmac, frissonnant dans le vent. Je n'essayais pas de vous apprendre quoi que ce soit, ai-je dit. J'essayais juste de survivre. Je sais, a-t-elle sangloté. Et c'est ce qui fait le plus mal. Tu survivais toute seule. Nous t'avons laissé seule. Nous t'avons fait sentir que tu devais te cacher. Elle a pris une respiration saccadée. Clara, pourras-tu jamais nous pardonner? Pas maintenant, ai-je dit. Je sais que pas maintenant. Mais un jour. Peut-on recommencer à zéro? Je me fiche des milliards. Vraiment. Je veux juste. Je veux récupérer ma fille. Je veux connaître la femme qui a construit cette entreprise. Je veux te connaître. J'ai levé les yeux vers le jet. Les moteurs montaient en régime. Un sifflement aigu remplissait l'air. Je ne sais pas, maman, ai-je dit honnêtement. Je ne sais vraiment pas. La confiance est plus difficile à construire qu'une entreprise. Ça prend plus de temps. J'attendrai, a-t-elle dit immédiatement. Nous attendrons aussi longtemps qu'il le faudra. Ne disparais pas, s'il te plaît. Je ne disparais pas, ai-je dit. Je vais juste travailler. D'accord, a-t-elle chuchoté. D'accord, va travailler. Sois incroyable. Nous regarderons. Vous regardez les nouvelles, ai-je dit. Essayez de me regarder moi. Je le ferai, a-t-elle promis. Je t'aime, Clara. Je sais, ai-je dit. Je ne l'ai pas dit en retour. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que je ne pouvais pas lui donner ce réconfort pour le moment. Elle avait besoin de rester avec l'inconfort. Elle avait besoin de sentir l'absence. C'était la seule façon pour elle d'apprendre. J'ai mis fin à l'appel. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Je me sentais plus légère. La conversation n'avait pas tout arrangé, mais elle avait changé la dynamique. Le pouvoir s'était déplacé. Je n'étais plus l'enfant implorant l'approbation. J'étais l'adulte accordant ou refusant l'accès. Mademoiselle Jennings, appelez le pilote du haut de l'escalier. Nous sommes prêts pour le départ. Je me suis dirigé vers l'escalier. J'ai agrippé la rampe. Le métal était froid. J'ai fait le premier pas.
Je me suis souvenu du dîner de Noël. L'odeur du rôti de bœuf. Le bruit du verre de vin qui se brise. L'expression sur le visage de Daniel. J'ai fait le deuxième pas. J'ai pensé aux 3 dernières années. Les nouilles instantanées. Le code jusqu'à l'aube. La peur d'être folle. La peur qu'ils aient raison. J'ai atteint le haut de l'escalier. Je me suis retourné et j'ai regardé le sol une dernière fois. Je laissais derrière moi Clara la ratée. Je laissais derrière moi la fille qui portait de vieux manteaux pour avoir l'air pauvre afin que sa famille se sente à l'aise. Je laissais derrière moi le besoin de me justifier. Je suis entré dans la cabine. La chaleur m'a enveloppé. L'odeur de cuir et de café m'a accueilli. Bienvenue à bord, mademoiselle Jennings, a dit l'hôtesse de l'air. Elle tenait un plateau avec une coupe de champagne. J'ai regardé la coupe. Pas de champagne, ai-je dit. Avez-vous de l'eau? Et peut-être un sandwich? Je n'ai pas pu dîner. Bien sûr, a-t-elle dit. Je me suis dirigé vers un siège près du hublot et je me suis assise. J'ai bouclé la ceinture. Elle a fait un clic. La fin d'un chapitre. L'avion a roulé vers la piste. J'ai senti le grondement des roues sous moi. Nous avons fait une pause au bout de la piste, les moteurs rugissant alors que le pilote actionnait les freins, accumulant la puissance. Puis le relâchement. Nous nous sommes élancés vers l'avant. J'ai été plaqué contre le siège. Les lumières de la piste se sont brouillées en traînées blanches. Le nez s'est levé. Le sol s'est dérobé. J'ai regardé le Massachusetts disparaître. Les villes sont devenues des grilles de lumière orange. Les autoroutes sont devenues des rubans. La maison de mes parents, avec son drame et ses jugements, n'était qu'un grain de poussière en bas. Nous avons traversé les nuages. Les turbulences nous ont secoués un instant. Une petite secousse, un peu d'instabilité, et puis nous avons percé. Le ciel au-dessus était clair. La lune était énorme et brillante, illuminant la mer de nuages en dessous de nous. C'était paisible. C'était calme. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne l'ai pas ouvert pour vérifier le cours de l'action. Je ne l'ai pas ouvert pour lire les articles de presse à mon sujet. J'ai ouvert le code. J'ai affiché l'interface de Med5. J'ai regardé les flux de données affluer en temps réel. Des hôpitaux dans l'Ohio, au Texas, en Californie. Les chiffres dansaient sur l'écran. ID patient 89 902, risque septicémie 89%. Alerte envoyée. ID patient 44 102, événement cardiaque prédit. Intervention enregistrée. J'ai regardé le système fonctionner. Il se fichait de mon drame familial. Il se fichait de mon vieux manteau. Il fonctionnait, c'est tout. Il sauvait des vies. C'était ma réalité. C'était ma vérité. J'ai réalisé alors que je n'avais pas construit cette entreprise pour leur prouver qu'ils avaient tort. C'était ce que je me disais parfois quand j'étais en colère, mais ce n'était pas la vérité. Je l'ai construite parce que je le pouvais. Je l'ai construite parce que j'avais vu un problème et que je savais comment le résoudre. Je l'ai construite parce que j'aimais le travail. Le doute de ma famille avait été un obstacle, oui, mais ça n'avait pas été le carburant. J'étais le carburant. L'hôtesse de l'air a posé une assiette sur la table, un sandwich à la dinde et une bouteille d'eau. Merci, ai-je dit. J'ai pris une bouchée. C'était le meilleur sandwich que j'ai jamais goûté. Il avait le goût de la liberté. J'ai regardé à nouveau par le hublot. Nous nous dirigions vers l'ouest, vers Seattle. Vers l'avenir. J'ai pensé à la Honda garée dans mon allée à Boston. Je demanderais à quelqu'un de la vendre. Ou peut-être que je la donnerais. Peu importait. C'était juste une voiture. J'ai pensé au chèque que mon père avait déchiré. Et j'ai pensé au SMS de Daniel. Tu n'étais pas la folle. J'ai souri. Un vrai sourire. Il a commencé dans ma poitrine et est remonté. Je n'étais plus en colère. La colère est lourde. Il faut de l'énergie pour la porter. Je ne voulais pas la porter jusqu'à Seattle. Je voulais la laisser ici, à 30 000 pieds. J'ai fermé mon ordinateur portable. J'ai appuyé ma tête contre le hublot. Ils avaient essayé de réparer une fille qui n'avait jamais été brisée. Ils avaient essayé de peindre une image de moi en utilisant seulement la couleur grise alors que je peignais avec du néon. C'était triste qu'ils aient raté ça. C'était triste qu'ils aient raté le voyage. Mais ils étaient réveillés maintenant. Ils regardaient maintenant. Et s'ils voulaient regagner leur place dans ma vie, ils pouvaient essayer. Mais les conditions avaient changé. La porte n'était pas verrouillée. Mais le prix d'entrée était le respect. J'ai fermé les yeux. Le bourdonnement du jet était une berceuse. Pour la première fois en 3 ans, je n'attendais pas la prochaine catastrophe. Je n'attendais pas l'appel du dimanche.
Je n'attendais pas d'être démasqué. J'étais déjà trouvé. Mademoiselle Jennings, la voix du pilote est passée par l'interphone. Nous avons un fort vent arrière ce soir. Nous devrions arriver à Seattle un peu en avance sur l'horaire. Il semble que le ciel soit dégagé tout le long du trajet. Parfait, ai-je chuchoté. J'ai remonté la couverture jusqu'à mon menton. En dessous de moi, le pays dormait, mais j'étais bien réveillé. Les lumières de Noël étaient loin derrière moi, mais les lumières de Seattle scintillaient dans mon esprit comme un but en soi. J'étais Clara Jennings. J'étais la PDG de Med5 Analytics. Et pour la première fois de ma vie, j'étais exactement là où je devais être.